Donc le film commence par une série de pendaisons, notamment celui d'un gamin. C'est toujours cool de voir ça après le logo de Disney. La ferme se rebelle aurait été 1000 fois mieux avec une pendaison en ouverture. Blague à part, j'adore le fait qu'ils aient eu les couilles de commencer avec une séquence aussi cruelle. Alors encore avec la thématique du combat contre le monde des adultes qui essaye littéralement de tuer l'enfance en imposant des lois absurdes et sévères. C'était risqué de faire ça, surtout que Pirates des Caraïbes a coûté 300 millions de dollars, soit 60 millions de plus qu'Avatar. Ce qui non seulement en fait le film le plus cher de l'histoire de Disney, mais aussi de l'histoire du cinéma, jusqu'à la sortie du 4e film. Bien que là, je ne sais pas où est passé tout l'argent. On pourrait croire qu'un film avec un tel budget serait super calibré par des producteurs qui préfèrent s'assurer que le film plaise en évitant les choses choquantes pour qu'il ne se retrouve pas avec une maison hypothéquée. Mais non, les mecs ont laissé l'équipe du film bénéficier d'une créativité artistique très respectable. Pour dire la confiance des producteurs envers cette licence et son équipe qu'ils reniaient presque à son origine. J'ai dépensé sans compter. Et surtout prenant en compte la tradition Disney, toujours joyeux, coloré et rassurant, ce qui lui a d'ailleurs été pas mal reproché par beaucoup de gens, qu'ils interdisent aux cinéastes de prendre des risques et d'innover. Ils ferment leur gueule après Rogue One, hein. Et ironiquement, dans le cas de ce film, pas mal de crétins lui ont reproché d'être trop dark et violent parce que c'est un film Disney. Genre, peu importe si c'est pour dire une chose ou son contraire, du moment qu'on trouve de quoi critiquer Disney, hein. Et le plus beau, c'est que c'est même pas gratuit. Montrer cette cruauté résume parfaitement la situation catastrophique des Caraïbes, et en quoi il faut absolument changer ça par la rébellion. Juste magnifique. Seul truc, c'est que je suis là un petit peu pour faire de l'humour. Donc désolé si vous trouvez ça de mauvais goût, mais... Tu as une dernière volonté, porc? Ouais, détache la corde et laisse-moi descendre. Tu vas pas le laisser partir. Donc après une ellipse de temps incertaine entre deux films, Will, Elizabeth et l'équipage du Black Pearl font équipe avec Barbossa et Tia Dalma pour combattre la Compagnie des Indes. Ils vont chercher l'aide du seigneur des pirates de Singapour, Sao Feng, joué par Chow Yun-fat. Ils ont besoin de lui pour rassembler les seigneurs des pirates pour faire la guerre contre Beckett. Et plus particulièrement, ils ont besoin des 9 pièces de nuit. Et pour ça, ils doivent retrouver Jack dans l'antre de Davy Jones, l'enfer des pirates, car il fait partie des seigneurs des pirates et a toujours avec lui sa pièce de nuit. Mais Sao Feng refuse, ayant de très mauvais souvenirs de Jack. Il finit par accepter après une attaque de la Compagnie des Indes, où Will profite du chaos pour proposer à Sao Feng un autre marché. Et là on en vient à une critique très répétée à propos de ce film, les trahisons. En effet, beaucoup se sont plaints qu'il y avait beaucoup trop de trahisons au cours du film. Et... ouais, il y a en effet un bon paquet de trahisons. Will trahit tout le monde pour avoir le Black Pearl pour lui et sauver son père. Sao Feng trahit les pirates pour sauver sa pomme. Jack et Barbossa sont tentés de se flinguer les uns les autres durant tout le film. Jack trahit les pirates pour le plan qu'il improvise pour sauver les pirates. Davy Jones trahit Beckett car il n'aime pas être possédé. Et il est méchant parce qu'il a été trahi par la femme qu'il aime, qui d'ailleurs se fait trahir par Barbossa avant de découvrir que Davy Jones l'a trahi après qu'elle l'ait trahi. Putain, on peut la faire à toutes les conjugaisons, quoi. Toujours mes problèmes de dos. Ça pique un peu. Cela dit, ce n'est pas un truc que l'on peut reprocher au film parce que... c'est juste la 5e fois que je le dis, ça devrait rentrer au bout d'un moment. Parce que... Pirates! Ce sont des pirates. Évidemment qu'ils vont tous se trahir. Le truc, c'est qu'il n'y a même pas vraiment de camp. Juste des mecs qui se battent pour leurs pommes. Drop your weapons, or I kill your man. Kill him, he's not our man. If he's not with you, and he's not with us, who's he with? Jack veut juste éviter de retourner dans l'antre de Davy Jones. Il s'en fout des autres pirates. Will veut juste sauver son père. Il s'en fout des autres pirates. Barbossa veut libérer une déesse de l'océan pour sauver sa peau. Il s'en fout des autres gens. Sao Feng veut juste faire tourner ses affaires. Norrington veut juste faire son devoir en tant que Commodore. Davy Jones veut rester maître des océans, si possible avec sa bien-aimée, mais il est prêt à la trahir aussi si nécessaire. La seule qui ne trahit pas dans le film, c'est Elizabeth, qui cherche à corriger ses erreurs. À savoir trahir Jack à la fin du 2e film. Et d'autres trucs que j'expliquerai plus tard. Mais les autres sont de vrais pirates. Donc forcément, avec tous ces différents objectifs et ces têtes de mule, ils vont pas de suite se mettre d'accord.
Et justement, dans ce film, ils doivent apprendre à s'unir et converger leurs intérêts en combattant un ennemi commun. Et là, vous allez me dire, quoi? Une histoire où des alliés préfèrent être cons et égoïstes et se tirer dans les pattes plutôt que de s'unir contre un ennemi commun? Mais c'est complètement débile, qui peut aimer ça, contre-exemple? Comment je vous ai niqué la tête? Ben ouais, ce film faisait du Game of Thrones avant que ce soit cool de faire du Game of Thrones. Des personnages aux objectifs multiples qui se trahissent, complotent les uns contre les autres et ne sont motivés que par leurs pommes, au lieu de s'unir contre la vraie menace qui risque de les exterminer. Mais apparemment, ce genre d'histoire c'était nul 4 ans avant que ce soit le scénario de la meilleure série de tous les temps. Ne prenez pas trop au sérieux cette phrase, voilà. J'aime beaucoup la série, c'est juste que dire que c'est la meilleure série de tous les temps, même moi je trouve ça un petit peu surestimé. Donc au début du film, il reste encore suffisamment focalisé sur l'objectif commun pour aller au bout du monde, littéralement, pour retrouver Jack dans l'antre de Davy Jones, qui était pas mal occupé avec sa folie, sa punition mythologique et la bizarrerie du monde qui l'entoure dans une séquence géniale tant c'est what the fuck. Encore une fois, pour un des films les plus chers de l'histoire du cinéma, c'est très couillu de faire ça. Ils retrouvent toute l'équipe et repartent ensemble pour retrouver le monde des vivants. Enfin, Jack avait prévu d'abandonner Barbossa, Will et Elizabeth, mais comme ils ont la carte, ils les embarquent. Et du coup, Jack et Barbossa se disputent le contrôle du Black Pearl. What are you doing? What are you doing? No, what are you doing? What are you doing? No, what are you doing? What are you doing? Do it! The both of you! That's an order! Understand? Sorry. Sur le chemin, ils croisent une garnison d'âmes perdues en mer. Et parmi eux, ils découvrent le père d'Elizabeth, qui d'ailleurs est joué par Jonathan Pryce. Autre point commun avec Game of Thrones. Non, en fait, c'est juste un hasard. Comme la plupart des acteurs de Game of Thrones, ils l'ont engagé juste pour ses nichons. Also extremely firm. Il explique avant de rejoindre l'autre rive que son seul regret est d'avoir joué dans les Frères Grimm et que celui qui embrochera le cœur héritera de la malédiction de Davy Jones. Voyez-vous, le Hollandais volant n'est pas qu'un simple bateau. C'est un navire mythologique guidant ceux qui sont morts en mer dans l'autre monde. Davy Jones était censé accomplir cette tâche, seulement la trahison amoureuse qu'il a subie l'a convaincu de laisser tomber cette tâche et imposer sa cruauté aux vivants, résultant à sa transformation en créature tentaculaire comme punition. Du coup, le monde des morts a besoin du Hollandais volant, et le Hollandais volant a besoin d'un capitaine. Et celui qui tue le capitaine devient le nouveau capitaine. Cette information change la donne pour Jack, qui est maintenant tenté par la possibilité de devenir le capitaine immortel d'un navire légendaire. Et pour Will, qui comprend que sa quête pour libérer son père risque de l'amener à perdre pour toujours Elizabeth. L'équipe trouve un moyen pas très conventionnel de sortir de l'antre de Davy Jones pour ensuite retrouver Sao Feng, qui bien sûr les trahit pour les vendre à la Compagnie des Indes comme Will l'exigeait. Ainsi, les deux Némésis se rencontrent, Jack et Beckett s'affrontant avec leur arme de prédilection, la manipulation et le marchandage. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient coupé certains passages de cette séquence. Notamment une sur le running gag de la cacahuète dont je reviendrai dessus, mais aussi parce qu'ils y expliquent pourquoi Beckett, qui cherche l'île des naufragés, le lieu où vont se réunir les seigneurs pirates, n'utilise pas le combat de Jack pour trouver cette île. Ils le disent un peu trop rapidement dans le film lui-même, que Beckett ne veut pas vraiment l'île des naufragés. Then what is Jack? Me? Dead. Mort! Il le veut mort! Voilà! Commencez pas à faire des fanfics là-dessus, quoi. Et du coup, comme le compas indique la chose qu'il veut le plus, il indique Jack, ce qui est montré dans cette scène inédite. Du côté du reste des pirates, Barbossa explique son plan. Réunir les seigneurs pirates et vaincre l'armée invincible de la Compagnie des Indes en libérant de sa prison de chair la déesse des mers Calypso. Et pour garantir sa bonne foi tout en évitant de perdre son meilleur atout, il laisse penser que c'est Elizabeth qui est la forme humaine de Calypso. Ainsi, Sao Feng trahit Beckett permettant à nos héros de s'échapper. Elizabeth se retrouve à voyager avec Sao Feng qui se fait finalement tuer lors d'une attaque du Hollandais volant. Et dans son dernier souffle, il confie que son seul regret était le gardien du manuscrit sacré et remet le commandement de son navire et son titre de seigneur de pirate à Elizabeth. Made you, Captain? Just give him the bloody title away now. Elle et les survivants de l'attaque se font capturer par Davy Jones. Norrington, redevenu Commodore depuis qu'il a livré le cœur de Davy Jones à Beckett, ordonne de les garder en vie. Sa retrouvaille avec la femme qu'il aime est plus amère qu'il le croyait, puisque cette dernière lui crache au visage toutes les atrocités de la Compagnie des Indes, notamment le meurtre de son père. Ce qui décide Norrington à trahir la Compagnie des Indes, libérer Elizabeth et son équipage, l'amenant à se sacrifier et avouer dans un dernier souffle que son seul regret est... Il a joué dans un mauvais film, ce mec?
La malédiction de la momie, peut-être, mais ça a l'air tout pourri, mais je l'ai pas vu, donc je peux pas dire si c'est vraiment de la merde, mais... Du côté de Will, ce dernier est laissé en pleine mer par Jack, pour qu'il amène Beckett et Davy Jones à l'île des naufragés. Ce qu'il fait, ce qui lui permet aussi de découvrir le secret de Davy Jones, la fameuse bien-aimée qu'il a trahie, la menant à s'arracher le cœur pour ne plus ressentir sa peine, et Calypso elle-même. Mais il a l'air de s'en remettre vu que plus tard, il complotera avec elle. Et c'est lui qui a expliqué au Seigneur Pirate comment l'enfermer dans une forme humaine. Et Calypso est... Oh allez, si vous avez suivi, vous savez qui est Calypso. Il était même pas si subtil que ça. Took 9 pirate lords to find you, Calypso. And it'll take no less than 9 to set you free. Is this the part where one of us faints? Oh, I am so on it, dude. Cette dernière d'ailleurs se fait trahir par Barbossa qui en a marre qu'elle le domine. Et l'enferme dans sa cale le temps de lui redonner ses pouvoirs. Malin le Barbossa, ça va pas du tout la convaincre de te zigouiller après que tu l'aies libéré, hein? The last thing they will learn in this life is how cruel I can be. Oups! Et tout le monde arrive sur l'île des naufragés. Jack, Barbossa et Elizabeth débattent au mieux avec le reste des seigneurs pirates. This is madness. This is politics. Barbossa veut libérer Calypso pour zigouiller Beckett, Elizabeth préfère la guerre directe sans risquer de libérer une déesse vengeresse, et Jack, bien sûr... We must fight to run away. Aye! Mais un chouette caméo débarque pour expliquer que, selon le code de piraterie, seul le roi des pirates peut déclarer une guerre. Or, il n'y a pas de roi, vu qu'à chaque vote, tout le monde vote pour lui-même. Encore une fois... Pirates! Mais à la surprise de tout le monde, Jack vote pour Elizabeth, faisant d'elle le roi des pirates. Ouais! La société pirate est tellement pétée qu'il change même pas le terme roi en reine parce que c'est une femme. Bon après je te dirais, les rois et les reines ne sont pas élus de toute façon, donc... Du coup la guerre est déclarée. Mais... Bon, quelqu'un d'autre a une idée à la con? Parlay? Merci Jack. Donc la Compagnie des Indes va accepter de faire un pourparler ou ils vont encore chier sur la culture pirate pour les exterminer tous? Apparemment non, vu que les 3 leaders pirates rencontrent Beckett, Jones et Will sur une micro-île pour discutailler avant la bataille. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait régler ça avec un combat entre notre meilleur navire et votre meilleur navire? Comme faisaient les Grecs? Ouais, voilà, comme les Grecs. Et pourquoi je ferais ça? Parce que les producteurs ont dit qu'on n'avait pas le budget pour faire la grosse bataille avec tous les navires comme on avait prévu de le faire. Comment c'est possible? C'est le film le plus cher de l'histoire? Bah justement, on est déjà bien trop cher, faut pas qu'on abuse. Bon ben d'accord, 1 contre 1. Et vous faites quand même une séquence brevard avant de partir, c'est d'accord? Bon, pourquoi pas, une scène cool de plus ou de moins. Ils font aussi un échange de prisonniers, Will contre Jack, ce qui permettra à Jack de faire ce qu'il sait faire le mieux au meilleur endroit pour le faire. Mais Barbossa récupère avant sa pièce de nuit, ce qui lui permet juste après de libérer Calypso. Heureusement, avant qu'il ne soit trop tard, Will révèle à Calypso qui est responsable de sa condition. Who was it that betrayed you? Name him. Davy Jones. Ça me pique. On a beau être habitué. Putain, un truc pareil, ça fait quand même mal au dos, hein. Une fois redevenue déesse, Barbossa lui supplie sa clémence, et cette dernière disparaît. Is that it? Non, c'est bien plus que ça, vu qu'elle provoque un maelstrom pour rendre la bataille plus dantesque, et aussi pour illustrer que c'est elle qui décidera qui vivra et qui mourra dans cette bataille, ce qui met Davy Jones en confiance. À tort. Après une superbe bataille dans laquelle Elizabeth et Will improvisent de façon amusante et plutôt jolie leur mariage, Jack finit par récupérer le cœur et s'apprête à l'embrocher pour tuer Davy Jones, devenir immortel et mettre fin à cette guerre. Mais dans un acte de pure cruauté, Davy Jones embroche le cœur de Will. Après hésitation, Jack embroche le cœur de Davy Jones avec la main de Will, tuant bien sûr Davy Jones, mais sauvant aussi Will en faisant de lui le capitaine immortel du Hollandais volant, permettant de mettre fin à l'empire de Beckett dans une des meilleures scènes de mort que j'ai jamais vues. À part pour cet effet de flamme un petit peu dégueu, là, ça faisait vraiment Adobe After Effects là. Tu peux pas essayer de compenser ça avec un autre plan de mort encore plus classe? Vachement mieux.
Donc face aux Hollandais volants et la perte de leur chef, la Compagnie des Indes fuit. Les pirates ont gagné, mais Will se retrouve à devoir s'occuper des morts et ne se contenter de rejoindre Elizabeth qu'une fois tous les 10 ans. Il profite bien de cette journée en faisant clairement crac-crac. Et ils ne le montrent pas, mais c'est très évident qu'ils l'ont fait. Disney! Maman, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, tu vois la scène où Davy Jones tire ses tentacules sur le méchant noir? Et Jack retourne à la case départ, avec Barbossa qui lui pique à nouveau le Black Pearl pour partir pour de nouvelles aventures, mais rien ne semble le rendre plus heureux malgré sa situation. Si j'ai zappé aussi vite le scénario, c'est tout simplement pour parler directement de certains aspects du film. Et on va commencer par quelques critiques un petit peu trop répétées. J'ai déjà démonté l'aspect film Disney violent, mais je rajouterais que oui, le film est violent, mais rien d'insoutenable. On a un peu de sang, beaucoup de morts et même des trucs limite gore, mais c'est jamais trop violent pour enfants. Faut pas oublier que ce film montre une guerre, donc forcément ça sera sanglant. Ouais, au moins ils n'ont pas exagéré des détails comme une mauvaise suite de Saw. Rectification, comme une suite de Saw. Et puis les gosses ont eu droit à plus violent et intense avec Le Secret de Nîmes, Gremlins, Batman le Défi ou encore Indiana Jones, alors franchement... Non, la critique qui me saoule le plus à propos de ce film, c'est ceux qui reprochent à ce film d'être ambitieux. Je n'exagère pas. Il y en a beaucoup qui reprochent au film de partir dans une histoire trop complexe et épique au lieu de juste faire un film de pirates. Genre, pourquoi ils peuvent pas juste aller chercher un trésor? Ok, ces gens-là, ceux qui font cette critique-là, ne les engagez jamais comme scénaristes. Encore une fois, ce sont des pirates. Et donc chercher des trésors, c'est le status quo pour eux. Or, toute bonne histoire doit avoir un élément provocateur pour casser un status quo. C'est genre la base des bases de l'écriture de fiction. C'est pour ça qu'aucun film Indiana Jones se contente de montrer notre héros diriger des fouilles sans encombre. Et qu'on ne doit pas avoir de film Pirates des Caraïbes où ils vont juste chercher un trésor. Le 4 repose que sur un trésor. C'est pas le plus mauvais pour rien, justement. Le premier film était centré sur un trésor, mais non seulement le trésor n'était pas le plus important, c'était tout de même amené d'une façon pour casser le status quo de l'existence de Will et Elizabeth, ainsi que celui de Jack qui retrouve son navire. Le 2 et le 3 aussi cassent le status quo, avec la Compagnie des Indes et Davy Jones qui menacent le mode de vie des pirates. Voilà pourquoi ce n'est pas une erreur de partir dans la direction qu'ils ont pris. Et surtout, les mecs, ils se sont cassés le cul. Ils ont fait en sorte que ce film soit plus qu'une suite commerciale. Ils ont voulu créer un véritable univers original et créatif. Et vous dites qu'ils n'auraient pas dû faire cet effort? Mais allez crever! C'est comme critiquer le Seigneur des Anneaux en disant « C'est nul, je voulais que ce soit juste une autre chasse au trésor comme le Hobbit. M'en fous de l'univers fascinant de la Terre du Milieu qui va redéfinir le genre de l'heroic fantasy, les personnages colorés et fascinants et les meilleures batailles de l'histoire de la fiction. Moi je veux juste une chasse au trésor !» J'ai du mal à imaginer comment on peut être aussi débile et anti-créatif à ce point sans être directement Dead Fox. Et c'est justement les suites qui se contentent pas de faire ce que vous voulez qu'ils fassent qui sont réellement intéressants. Ça s'appelle renouveler et exploiter les possibilités d'un univers. Donc fermez-la et allez apprendre comment on fait un film, quoi. Et dernière critique abusive sur ce film, le grand absent de cet épisode, le Kraken. En effet, la redoutable créature que l'on craignait tant dans le 2 est morte hors champ. Dutchman sails as its captain commands. And its captain is to sail it as commanded. I would have thought you learned that when I ordered you to kill your pet. Et c'est vrai que c'est dommage, mais en même temps, je comprends pourquoi ils l'ont fait. Déjà pour que le 3 garde quand même son identité visuelle propre au lieu de juste tout reprendre du 2. Déjà qu'ils ont les mêmes méchants. Et comme ça, le 2 conserve un élément unique à lui-même. De plus, bien qu'ils ont perdu la bataille contre le Kraken, Jack et compagnie lui ont quand même filé une sacrée branlée. Donc de fortes chances que les blessures de la créature ont fini par l'achever d'une hémorragie. Surtout que ce qui s'est pris, ça se guérit pas avec de l'eau de mer. Hein. Un gros badass mort d'une hémorragie à la con. Encore Game of Thrones, tiens. Et aussi, Beckett donne une bonne justification. This is no longer your world, Jones. The immaterial has become immaterial. Il veut détruire l'univers des pirates et contrôler les Caraïbes. Donc, tuer les créatures de la mythologie pirate est sûrement sur sa liste de choses à faire. Pourquoi ne pas profiter un peu du Kraken pour tuer les pirates? Parce que Beckett veut garder une image humaine à son armée qui extermine les pirates. S'il utilisait le Kraken, ça ne ferait que rendre la population plus superstitieuse et croyante en des choses impies. Surtout qu'en plus, le Hollandais volant est suffisamment puissant pour exterminer les pirates sans Kraken. Et surtout, ça mène à une très belle scène où Jack contemple la fin de son monde, où même les créatures qu'il a appris à craindre disparaissent. The world used to be a bigger place.
The world's still the same. It's just less in it. Mais avant de parler des personnages, parlons de la musique. Ok, Hans Zimmer a un putain de bon CV, comme vous le savez. Gladiators, Dark Knight, Inception, Le Prince d'Égypte, Kung Fu Panda, même le pas si bon mais pas si mauvais Da Vinci Code a une superbe musique. Donc avec tout ça, ça peut vous paraître dingue ce que je vais vous dire, mais je pense que c'est Pirates des Caraïbes 3 sa meilleure BO. Outre le fait qu'il reprend le thème du premier film et les excellents thèmes de Davy Jones et de Jack Sparrow du deuxième film, dont il apporte de superbes réorchestrations, mais en plus, il apporte de tout nouveaux thèmes plus épiques les uns que les autres. Un nouveau thème héroïque, un nouveau thème romantique qui apporte plus d'émotion que le couple lui-même, sans parler des variétés de styles pour illustrer la grandeur de cet univers, comme un son oriental puant la méfiance pour Singapour, un thème totalement désordonné, volontairement mal accordé pour illustrer la folie de Jack, une véritable hymne pour les pirates, They've started to sing. un thème de western, bordel de merde! J'imagine toujours Verbensky et Zimmer en train de discuter durant l'enregistrement de ce passage, en train de se dire « Bon, la prochaine fois, faut qu'on se fasse un western, là !» Donc quoi? Non, on fera pas un western. On en fera 2! La production design est exemplaire, les décors sont variés, ont chacun leur propre atmosphère, et le tout est très créatif. En particulier, l'île des naufragés. Ironique vu que le nom est tout sauf créatif. You know, for all that pirates are clever cogs, we are an unimaginative lot when it comes to naming things. Right. I once sailed with a geezer, lost both of his arms, part of his eye. What'd you call him? Larry. Et les costumes sont quasi parfaits, chacun avec son petit aspect unique qui permet de démarquer la majorité des personnages. Même les figurants ont leur style unique. La mise en scène est, comme le reste de la trilogie, majoritairement classique, à l'exception de quelques moments vraiment inspirés, particulièrement durant le final, même si quelques années plus tard, les aventures de Tintin écrasera ce final avec plus de mise en scène et plus de créativité. Ma scène favorite est celle où il retourne le Black Pearl. C'est un concentré de tout ce qu'il y a de génial dans ce film. Créatif, délirant, prenant, ainsi que la thématique sur l'union nécessaire pour survivre. Et le scénario? Parce que c'est une chose de proposer un scénario ambitieux, bien sûr, mais est-ce que pour autant le scénario est bon? Eh bien, ouais. Déjà parce qu'il fait tout ce qu'il faut pour un final. Savoir mettre en place de plus gros enjeux, conclure tous les personnages, et ne pas hésiter à zigouiller certains d'entre eux, du moment que tu leur apportes une bonne mort. Prends des notes, Brett Ratner! Tu vas voir comment on tue correctement des personnages d'une trilogie. Tout d'abord, il tue le gouverneur Swan, ce qui est évident car il était une figure d'autorité rassurante pour Elizabeth et Will. Bref, il se devait d'être une des premières victimes de ce conflit. Et Keira Knightley arrive sans problème à rendre cette mort touchante. Mon seul regret, c'est qu'ils ont supprimé la meilleure scène du personnage, et qui rendait plus claire la raison pour laquelle Beckett l'a fait tuer. Scène où Davy Jones fait croire à Swan qu'Elizabeth est morte, ce qui le met en rage et l'amène à poignarder le cœur de Jones. Mais il est arrêté par Norrington et Beckett qui expliquent qu'Elizabeth vit toujours. Très belle scène qui rend Swan plus touchant, en plus de montrer comment il a découvert ce qu'il advient à celui qui transperce le cœur de Jones et pourquoi Beckett l'a fait tuer. Our association is ended. Well, every man should have a secret he carries with him to his grave. Norrington aussi est un bon personnage à tuer. Il a voué toute sa vie à servir l'ordre. La seule fois où il a renoncé à l'ordre pour ce qui est juste, il a tout perdu. Et maintenant qu'il a retrouvé son grade, il découvre que l'ordre qu'il défendait est corrompu et injuste, rendant sa mort encore plus tragique, car il meurt à cause de la condition dans laquelle il s'est lui-même forcé. Il avait une chance de rédemption, mais c'est trop tard. Il l'a gâché pour livrer le cœur à Beckett. Ça et le fait que Will est techniquement mort dans ce film fait que tous ceux qui aimaient Elizabeth sont morts. La pauvre, même ceux qui voulaient la sauter sans son accord meurent dans ce film. M'étonne pas que Jack soit plus intéressé.
once is quite enough. Ouais, mourir une fois lui a suffi. D'ailleurs, vu qu'on en parle, beaucoup ont trouvé le personnage de Shao Feng inutile. Et je comprends d'où ils le trouvent inutile. C'est surtout le choix de Chow Yun-fat qui les fait se demander pourquoi faire venir un grand acteur pour un rôle aussi mineur. On nous le vend dans les affiches et trailers comme un personnage super important et il fait même pas 20 minutes au total. Bon, déjà pour le truc de prendre un acteur célèbre comme Chow Yun-fat, j'ai une explication. Explication qui va pas vous plaire. Chow Yun-fat n'est pas très célèbre aux États-Unis. Oh sûr, en Chine, le mec est une pointure, mais aux States, enlève Tigre et Dragon et c'est la dèche. Je veux dire, avant Pirates des Caraïbes 3, il avait fait le gardien du manuscrit sacré, et après Pirates des Caraïbes 3, il a fait le film qui l'a exilé du cinéma américain pour toujours. Les films que je viens de citer représentent la quasi-totalité de la carrière américaine du mec. Pour dire, si vous voulez, c'est comme Omar Sy. Chez nous, c'est une superstar. Mais aux États-Unis, pas beaucoup de monde le connaissent, hein. Ils le connaissent surtout pour avoir fait 15 minutes dans X-Men Days of Future Past. Parce qu'il n'est pas célèbre aux States. Il essaye juste de s'incruster dans l'industrie pour avoir encore plus de boulot. Et les ricains, ils en profitent pour le rajouter, pour profiter du talent des autres pays. Donc non, ils ont pas gâché un acteur super mainstream. À ce stade, ils ont donné une bonne pub pour un acteur méconnu sur le territoire américain. C'est pas de ta part, Disney. Et son personnage n'est pas réellement inutile. Il est inutile dans le sens où son utilité scénaristique se limite à lancer nos héros dans une direction et apporter des informations. Mais dans ce qui est de la création de l'univers, oui, il a son rôle à jouer. Montrer comment fonctionnent les seigneurs pirates, montrer que c'est toute une société qui est menacée, amener l'enjeu à un niveau mondial. Et le plus beau, c'est que l'écriture et l'interprétation de Chow Yun-fat réussissent à faire de ce personnage fonction un personnage complet, avec son caractère, son style, son histoire, ses objectifs, son opinion. Sa mort ne touche pas, principalement parce que le personnage est un connard qui avant ça avait tenté de violer Elisabeth, mais malgré ça, on croit sans problème en son personnage. Dire qu'il est inutile, c'est comme dire que Denethor du Seigneur des Anneaux est inutile. C'est pas parce qu'on peut facilement couper son personnage au montage qu'il n'y a rien d'intéressant à faire avec. Et après ça, le reste des morts sont des méchants. Beckett n'est pas un personnage spécialement développé, mais il n'a pas vraiment à l'être. C'est une figure d'autorité dictatoriale, celui qui veut tout contrôler. C'est une fonction comme l'empereur ou Dunkirk. Il est censé être un ennemi ultime, une incarnation de tout ce qui ne va pas dans ce monde, en étant ironiquement du côté des gentils militaires qui veulent apporter l'ordre. Et pourtant, malgré ça, quelle putain de belle mort il a eu, quoi. Tu as presque de la peine pour lui quand il fait face à sa fin, parce que c'est pratiquement le seul moment où il y a une émotion humaine. La tristesse de voir le monde qu'il chérit être détruit par des agents du chaos, un monde à qui il a tout consacré et n'a jamais hésité une seule fois à tuer femmes et enfants pour le protéger, qu'il est maintenant que cendre. C'est un bon méchant et Tom Hollander joue à la perfection ce salopard qui nous fait aimer Davy Jones en comparaison. BOUM! Je suis le maître de la transition! Yeah! Comme je l'ai dit, Davy Jones est un de mes méchants préférés. Et son histoire dans ce film en est la raison. Rien que sa scène d'introduction est superbe, jouant tristement de l'orgue alors qu'un film plus tôt il y mettait tout son âme, et tourmenté par ses sentiments amoureux qu'il revit avec son cœur à proximité, le faisant découvrir une larme qui éblouit ses yeux de rage. Car malgré sa cruauté et sa posture, Jones est juste un être faible qui fuit sa souffrance, agissant comme une brute d'école qui fait souffrir les plus faibles que lui pour oublier sa propre peine. Le parfait exemple est quand Beckett évoque le nom de sa bien-aimée. I believe you're familiar with a person called Calypso. Choc, tristesse, se referme pour cacher sa peine, crache toute la haine qui peut sortir sur Calypso pour cacher ce qu'il ressent, mais quand on évoque leur lien, il laisse transparaître malgré lui une faiblesse. She pretended to love me. She betrayed me. And after which betrayal did you cut out your heart, I wonder? Do not test me. Et quand il retrouve Calypso dans une autre superbe séquence, il se croit récompensé d'être ce qu'il est, qu'il a eu raison de fuir à sa souffrance, car ainsi il a retrouvé ce qu'il a toujours voulu. Retrouver la femme qu'il aime, pratiquement prêt à remettre son cœur dans sa poitrine. Mais il n'est pas récompensé, il s'est bercé d'illusions. Car justement, les actions qu'il a accomplies pour fuir sa souffrance a fait une telle peine à Calypso que celle-ci a voulu se venger. Il voulait fuir sa souffrance, mais sa souffrance a fini par l'emporter dans l'abysse. Tia Dalma était un personnage bizarroïde anecdotique dans Le Secret du Coffre Maudit, mais non seulement il révèle son histoire, il lui donne une dimension plus complexe. Son amour pour Davy Jones est sincère, mais elle reste une déesse aveuglée par sa liberté. C'est pourquoi Davy Jones a voulu limiter sa liberté, tel un petit ami jaloux, ainsi que celle de ses victimes, l'équipage du Hollandais, Bill ainsi que Jack, que ce soit avec ses contrats ou par sa philosophie que personne n'est libre à cause du destin. Même si ironiquement, il cherche à être libre. I can set you free, mate. My freedom was forfeit long ago.
Et que ce soit pour illustrer son hypocrisie ou parce qu'il pense être le seul capable à vraiment se libérer, toutes ses actions sont motivées par une quête de liberté. C'est pour ça qu'il est littéralement tombé amoureux de la mer, parce que la mer est une étendue presque infinie qui inspire à la liberté. Mais cette liberté fut prise quand son amour pour Calypso l'a amené à devenir le capitaine du Hollandais volant. Certes, il est devenu immortel, mais prisonnier d'une tâche, et quand sa récompense pour cette tâche l'a laissé tomber, il a alors décidé de se libérer en privant Calypso de ses pouvoirs, et a renoncé à sa tâche, ce qui l'a transformé, lui et son équipage, en monstres. Et malgré tout ça, il n'est pas libre. Alors il se crée une illusion de liberté, en infligeant la frustration d'être prisonnier du destin à ses victimes. S'il ne peut pas être libre, les autres le seront moins que lui. Life is cruel. Why should the afterlife be any different? C'est pour ça que j'adore ce film. C'est là que Davy Jones est passé de méchant imposant à une tragédie grecque poétique, fuyant la peine de son destin, pour être condamné à souffrir dans l'abysse et n'être rien d'autre que l'instrument d'un autre. Avec autant de complexité et de développement de personnages, comment voulez-vous qu'il ne soit pas un de mes méchants préférés? Aussi, il est très bon pour se battre à l'épée. Et le dernier mort à évoquer, l'homme en noir, Mercer. Ce mec était un peu le Boba Fett de l'histoire. Il ne fait rien de spécial, il n'est qu'un porte-flingue qui suit aveuglément les ordres de Beckett, c'est pratiquement une fonction en fait. Mais que ce soit son apparence, son visage identifiable, sa froideur et le jeu de l'acteur, il est marquant et identifiable malgré le chaos des événements. Et comme Boba Fett, il meurt à cause d'une créature tentaculaire. Je vais même dire, il est meilleur que Boba Fett, car ce dernier ne surpasse jamais le statut de fonction, contrairement à Mercer qui dégage plus d'émotion et de personnalité et de style. Bon, c'est fini pour les méchants et les morts. Enfin, il en reste encore un. C'est un petit peu compliqué, mais bon. Enfin, avant de parler de lui, caméo! Keith Richards dans le rôle du père de Jack Sparrow, le capitaine Edward Teague. Un choix totalement approprié quand on sait que Johnny Depp s'est inspiré de lui pour le personnage de Jack. I started thinking about pirates in the 18th century, you know, and how they were kind of the rock and roll stars of that era. I thought, you know, who's the greatest rock and roll star of all time, the coolest? And for me, it was Keith Richards, hands down. So I kind of took that inspiration. Il est là que pour 5 minutes, mais ils ont su rendre ces 5 minutes marquantes, avec l'entrée super badass, son caractère, l'histoire qu'il dégage de ce personnage en faisant pratiquement rien, ou encore ce que ça dit sur Jack lui-même. Le fait que son père soit le gardien du code explique beaucoup de choses sur Jack. Déjà sur comment il fait pour parfaitement manipuler les pirates et le fonctionnement de leur monde. Avoir un exemplaire original du codex sous la main, ça aide. Mais aussi justifier les actions de Jack. Pourquoi il cherche absolument à se libérer des lois. Ayant passé toute son enfance avec ce dictateur a dû lui donner une certaine envie de liberté. Pourquoi il cherche autant la gloire, quitte à vendre son âme pour un bateau classe comme le Black Pearl? Faut bien se montrer à la hauteur du paternel, voire le surpasser. Et aussi, pourquoi Jack est aussi bizarre. Yes, Mom. She looks great. Avec une famille pareille, tu m'étonnes qu'il est aussi bizarre. C'est limite la famille de Norman Bates. Même la discussion entre le fils et le père en dit beaucoup sur Jack. You've seen it all, done it all. You survived. That's the trick, isn't it? To survive. J'en reparlerai quand on parlera de Jack en lui-même. En attendant, parlons du deuxième pirate le plus cool du monde. Faire revenir Barbossa était assez risqué. On pouvait facilement accuser le film de faire du fanservice et de faire revenir le mec juste parce qu'il est populaire et refaire le premier film. Genre Transformers qui recycle toujours Megatron après l'avoir buté 2 fois. Mais en vrai, le faire revenir a du sens. Déjà pour l'aspect uni contre un ennemi commun. Forcer nos héros à collaborer avec un autre méchant pirate créé pour ce film, genre Sao Feng, ça n'aurait pas bien marché. Une association avec Barbossa par contre, là ça marche. Parce qu'on a passé tout un film à détester et combattre ce mec. Donc se dire qu'on va devoir bosser avec lui après tout ce qu'il nous a fait, c'est déjà une épreuve en soi. De plus, il fallait quelqu'un comme Barbossa pour diriger le Black Pearl, quelqu'un d'aussi malin et doué pour l'action que Jack, mais en plus sauvage, idéal en temps de guerre. Même si le coup de le ressusciter lui et pas Jack est presque bancal. Why don't that Obey woman just bring Jack back the same way she brought back Barbossa? Because Barbossa was only dead. Jack Sparrow is taken, body and soul, to a place not of death, but punishment. Ouais, l'expliquer comme si tu répondais directement à une des critiques du précédent film, c'est un petit peu limite, mais bon, ça passe. De plus, Barbossa aussi a son arc scénaristique. Comme avec la malédiction qui le changeait en squelette, Barbossa est prêt à
tout pour survivre et regagner sa liberté, quitte à risquer d'envenimer les choses en libérant une déesse vengeresse. Et dans la scène où il trahit cette dernière, j'ai dit qu'il agissait bêtement, mais ça reste cohérent. Barbossa déteste être dominé et est frustré de ne pas être maître de son destin. Tia Dalma lui a rappelé qu'il n'est pas le maître, qu'il n'est qu'un pion dans le jeu d'une déesse. Et ça n'a fait que l'énerver, il a décidé à l'emprisonner le temps de lui rendre ses pouvoirs. Risqué, limite suicidaire, mais il fait que combattre son destin à sa manière. Mais après avoir libéré la déesse, le plan où il regarde sa main lui indique qu'il a retrouvé sa liberté, l'animant encore plus au cœur de la bataille pour conquérir sa liberté. Et le plus beau, c'est qu'on voit aussi que s'il n'y avait pas eu de la malédiction, Barbossa aurait pu être sympa avec nos héros. Il n'hésite pas à les marier en plein combat pour leur faire plaisir. Si ça, c'est pas cool de sa part. Et ça rend sa rivalité avec Jack plus amusante que sanguinaire. Ce sont un peu des Tom et Jerry se tirant des coups dans les pattes, c'est assez mignon par moments. Mais on voit aussi qu'ils se comprennent tous les deux, que malgré leur confrontation, ils sont ceux qui se rapprochent le plus de frères. You know, the problem with being the last of anything. By and by, there'll be none left at all. Sometimes things come back, mate. We live in proof, you and me. Aye, but that's a gamble of long odds, ain't it? There's never a guarantee of coming back. But passing on, that's dead certain. Et les autres personnages, alors Les personnages secondaires sont juste fonctionnels. Je veux dire plus que Sao Feng. Même Gibbs, qui était le plus humain de l'équipe, est limité pour faire place aux personnages plus intéressants que lui. Et faire revenir les deux comic reliefs de la marine, c'est cool, surtout en montrant leur transformation d'un camp à un autre qui en dit beaucoup, mais on sent qu'ils sont là juste pour du fanservice d'épisode final. Cela dit, ils sont revenus pour faire ce qu'ils font le mieux, se faire berner par Jack. Why are you here when you could be elsewhere? Someone has to stay and guard the chest. Je m'en plains pas, car le film a une centaine de personnages. Forcément, certains allaient être limités, et au moins il donne de la vie à cet univers. Au final, le seul personnage secondaire qui surprend est Ragetti. Déjà sur la révélation sur son œil de bois qui est presque incohérente avec le premier film. Master Ragetti, if you will. I kept it safe for you, just like you said when you gave it to me. I have, but now I need it back. Once we're quit of the curse, we'll be rich men. And you can buy an eye what actually fits and is made of glass. This one does splinter something terrible. Donc t'avais prévu de te débarrasser de cet artefact super important que je t'avais confié? J'allais vous le rendre, bien sûr. Franchement, tu me déçois. C'était un honneur que je te faisais. Je t'avais même crevé l'œil pour que tu puisses mettre celui-là. Maintenant que vous le dites, c'est peut-être pour ça que j'avais prévu de m'en débarrasser. Et surtout la libération de Calypso, où il révèle une sensibilité pas si surprenante de sa part, mais donnant un peu plus de nuance à son personnage. Et là, on en vient à notre trio principal, en commençant par Elizabeth. La femme qui est passée de princesse à pirate à roi. Pratiquement une héroïne mythologique à la Conan en somme. Et son évolution est encore plus évidente dans ce film. Dans le premier film, c'est surtout une princesse Disney classique. Une femme prisonnière de sa condition, malgré le prestige, littéralement étouffée par son corset, qui rêve de plus. Et elle obtient un plus. Seulement là, elle comprend petit à petit que ce dont elle rêvait, une aventure avec des pirates, n'était pas le mieux pour elle. Essayant même d'apporter du sens et du devoir à ce monde en utilisant les méthodes des pirates. Arrivant même à dominer Jack par moments. Where's the rum gone? Dans le 2, elle s'est encore plus émancipée, ne comptant plus sur son père Norrington ou même Will lui-même pour survivre dans ce monde de pirates. Émancipation qui n'amène pas qu'à de bonnes choses, vu que c'est ce qui amène au trouble qui remet en question son futur mariage et qui l'a transformée en ce qui lui répugne le plus à la fin. Elle est devenue comme Jack. Et dans le 3, non seulement elle paye les conséquences de son émancipation, voir son monde mourir, être aimé après être aimé, et devoir faire face à qui elle est vraiment. Mais elle ne renie pas son émancipation pour autant. Elle y apporte de l'ordre pour devenir une meilleure personne, restant la seule personne réellement bonne dans cet univers. Ce que Jack est forcé de reconnaître en l'élisant roi, parce qu'elle est devenue meilleure que Jack. Car en plus de connaître les deux mondes qui s'affrontent et d'utiliser leurs règles pour les manipuler, elle le fait pour que les choses aillent mieux, pour que le monde devienne plus juste. Un équilibre entre l'anarchisme sauvage et l'ordre dictatorial, la justice, faisant d'elle une héroïne mythologique, un symbole révolutionnaire. C'est quand même pas mal pour un personnage à qui on reproche de ne servir à rien dans les suites, hein? On lui reproche aussi d'être mal jouée, disant qu'elle n'est pas crédible en pirate ou en reine guerrière. Mais quelque part c'est normal.
Elle vient de la haute, évidemment qu'elle semble hors de son élément, mais elle s'y adapte et finit par dominer son environnement. Et non, je ne trouve pas Knightley trop nunuche pour le rôle. Je trouve même qu'elle fait Valkyrie par moment. Et maintenant, parlons de l'autre personnage qui a bien voyagé dans cette histoire, l'épée de Will. Quoi? Bah oui, l'épée de Will. Cette épée est forgée par Will pour le Commodore, que ce dernier retrouve en reprenant son poste, mais la passe à Davy Jones avant sa mort, pour qu'ensuite ce dernier la passe à Will avant sa mort. Cette épée est pratiquement un voyageur, un symbole du succès que Will s'est vu renier alors qu'il l'a forgé lui-même. Et pourtant, quelqu'un d'autre en a profité. This is a beautiful sword. I would expect the man who made it to show the same care and devotion in every aspect of his life. Cette phrase prend encore plus de sens quand Norrington renie ce succès qu'il ne pense pas mériter. Car il a vu dans quel camp il était, celui où les monstres obtiennent le succès. Davy Jones, qui est aveuglé par ses chances de succès, déjà quand il récupère l'épée, se pensant enfin libre de la Compagnie des Indes, alors que non, et quand il utilise l'arme, libéré de la Compagnie des Indes, et se croyant protégé par Calypso. Tellement aveuglé qu'il ne se doute pas que sa bonne fortune était en réalité passée à Will, qui du coup obtient ses pouvoirs en devenant le nouveau capitaine du Hollandais volant. Justement parce que Jones a planté son épée dans son cœur. C'est le moment où Will obtient ce qu'il a toujours mérité. Pas seulement la chance de sauver la femme qu'il aime, sauver son monde de la Compagnie des Indes et libérer son père de l'emprise qui détruisait son identité, mais aussi la punition qu'il mérite. Après 3 films où il fuyait l'idée d'être un pirate, à un point où il a provoqué la perte de son entourage dans le 2, il ne retient aucune leçon et continue à agir au pirate, se cachant derrière ses objectifs nobles de chevalier blanc. Chevalier blanc qui tente aussi de défendre une princesse qui n'a plus besoin de lui d'ailleurs. À force de se croire pur dans un monde où la pureté n'est qu'un masque porté par des escrocs, il finit par avoir une punition divine, promise par la déesse de la mer elle-même. En lui confiant la position d'un saint, qui consiste à accueillir les morts dans l'au-delà, le privant de sa bien-aimée. Chose qu'il devra assumer jusqu'au bout du monde. Encore une fois, pas mal pour un personnage qu'on reproche tout le temps de ne pas avoir d'utilité dans les suites. Même si... là, dans le cas présent, je vais pas trop défendre son jeu d'acteur qui est... Le seul truc que je peux dire, c'est qu'au moins l'aspect fade de son interprétation va avec la fadesse d'un tel personnage qui devient limite détestable. Et même si je comprends ceux qui auraient préféré qu'Elizabeth finisse avec Jack, la faire rester avec Will a plus de sens, car elle a toujours privilégié le représentant de ce qui est juste à celui qui représente l'anarchie. Ok, ça c'est fait, passons enfin à notre capitaine pirate préféré. Bonjour les enfants. Bon. Ok, notre deuxième capitaine pirate préféré. Bon, ok, notre troisième... Changement de plan, les gars. Il est temps de passer à l'action. Tu me cherches, toi. Tu me cherches. Comme dit avant, Jack était un salopard que le premier film récompensait d'être un salopard. Mais les choses ont changé depuis. Il a tenté d'être un homme bien, de se battre pour plus que sa pauvre pomme, pour ce qui lui semble juste. Mais il fut la pauvre victime d'un tour digne de lui. Du coup, Jack est brisé et ne sait plus quoi croire. En la justice ou en sa propre préservation. La trahison d'Elizabeth l'encourage plutôt à choisir la seconde option. If we don't stand together, they'll hunt us down one by one till there'll be none left but you. Quite like the sound of that. Captain Jack Sparrow, the last pirate. Mais l'envie d'être un héros subsiste malgré ses hallucinations. Hallucinations qui permettent d'illustrer le déchirement de Jack, personnage qui cache généralement ses vraies intentions et émotions dans un épisode où il doit apprendre à se débrouiller seul, car il ne peut plus se fier à Will, Elizabeth ou même Barbossa, en plus d'apporter plus de délire au film. D'ailleurs, j'avais dit dans mon top 10 des meilleurs comic relief où j'y avais mis Jack que la cacahuète qui revenait régulièrement était un symbole de ce qu'il voulait. Et même si je trouve toujours que cette interprétation marche bien, je me suis trompé. Dans les commentaires audio, Verbensky explique en fait que la cacahuète est un rappel que Jack pourrait retourner dans l'antre de Davy Jones, où tout ce qu'il aura pour se nourrir est une cacahuète. Interprétation qui marche, et même a plus de sens que mon interprétation. Après tout, Jack revoit la cacahuète dans des moments où il semble condamné à y retourner, mais il finit par échapper à cette destination grâce à sa discussion avec son père. That's the trick, isn't it? To survive. It's not just about living forever, Jackie. The trick is living with yourself forever. Parce que malgré son égoïsme, Jack a une conscience. Il en a même plusieurs. Et même si la dernière fois qu'il a agi en héros, ça lui a coûté la vie, il veut tout de même apporter le bien. I understand the burden you bear, but I fear that cause is lost. No cause is lost.
if there was but one fool left to fight for it. Et donc il agit comme le seul héros qu'il connaisse agirait. Ce qui en dit long sur lui. Là où tout le monde se force à penser comme Jack pour pouvoir accomplir leur objectif. You're daft, lady. You both are. Daft like Jack. I said to myself, think like Jack. Ce qui d'ailleurs a fini par corrompre les incorruptibles, Beckett compris si ça se trouve. It's nothing personal, Jack. It's just good business. Jack lui-même n'aime pas cette façon de penser, et préfère penser comme un homme juste. This is what you've arrived at? Lead Beckett to Shipwreck Cove so as to gain his trust, accomplish your own ends? It's like you don't know me at all, mate. Jack a souvent vanné Will durant la trilogie, et c'est là qu'on peut y voir que c'était surtout de la jalousie. Car même si Jack est plus cool, plus malin et plus libre que Will, ce dernier a un truc que Jack n'a jamais eu, la satisfaction personnelle. Ce que Jack finit par obtenir à la fin, après avoir sauvé Will, laissé la femme qu'il désirait le rejoindre sur une île pour une journée d'amour, et même s'être fait piquer à nouveau son Black Pearl. Car malgré qu'il n'ait rien réellement gagné dans tout ce bordel, même pas la gloire d'avoir sauvé les pirates, ça revient à Will et Elizabeth, il a enfin la satisfaction d'être qui il est, un homme bon. Il y a quelques années, il ne pensait qu'à son Black Pearl, et maintenant, il ne pense qu'à l'aventure, peu importe l'objectif. Concluant parfaitement le parcours initiatique de notre personnage principal, ainsi qu'une excellente trilogie. Et pourtant... Ouais, ça fait je ne sais pas combien de fois que je tacle le 4, donc autant en profiter. Voici ma petite critique de Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Le film en lui-même est correct. C'est loin d'être un mauvais film, mais très loin d'égaler la trilogie, y compris Le Secret du Coffre Maudit. Johnny Depp est toujours bon, j'aime bien ce qu'ils font avec le personnage de Barbossa, il y a quelques bons trucs dans la production design, même si la plupart fait très direct en vidéo, la musique est toujours cool, et j'aime bien l'idée du personnage d'Angelica. Cela dit, le film a énormément de défauts. Le premier défaut étant qu'il n'avait aucune raison d'exister. Encore une fois, tout ce qui faisait que la trilogie marche, c'est qu'ils en ont fait une vraie saga, pas une énième chasse au trésor. Ce que ce film fait totalement. C'est même pire que ça, car tout tourne autour de ce trésor. C'est le seul enjeu du film. Là où dans La Malédiction du Black Pearl, l'enjeu n'était pas le trésor, mais la malédiction de Barbossa, la revanche de Jack, le sauvetage d'Elizabeth, l'héritage de Will, et plein d'autres éléments qui ne font que graviter autour du trésor. Alors que là... Jack veut la fontaine, Angelica veut la fontaine, Barbe Noire veut la fontaine, la marine veut la fontaine, les putains d'Espagnols sont là pour la fontaine, les seuls qui s'en foutent sont Barbossa qui veut se venger, c'est pour ça qu'il est le meilleur truc du film, et le missionnaire, qui veut juste accomplir la volonté de Dieu. Ouais, si vous trouviez Will chiant, ce mec l'explose en chiantitude. D'ailleurs, la dimension religieuse, à quoi elle sert ? Je veux dire, ils insistent lourdement là-dessus à plusieurs reprises durant le film. I will not have some melancholy Spanish monarch. A Catholic gain eternal life. Mais tout ce que ça importe, c'est une justification pour l'intervention des Espagnols, une insulte de la part de Monsieur Dursley, et un rappel que Barbe Noire est trop méchant. C'est pas terrible. C'est comme s'il s'était forcé à caser une critique sur la religion juste pour faire subversif. Barbe Noire est un véritable gâchis. Un acteur pareil, un personnage pareil, il aurait été génial, mais non. Il est chiant, il bouge à peine et ne fait qu'être méchant. Ça devient même gênant avec la scène où il meurt. Avec l'imagerie, la musique dramatique qui essaye pleinement de créer une autre émotion avec cette mort que... Mais Hugh Jackman dans Pan était un meilleur Barbe Noire, et c'est celui qui se balade en robe et qui détruit l'espace-temps pour chanter du Nirvana. D'ailleurs, je m'en fous que ce soit anachronique ou quoi que ce soit, plus badass comme entrée tu meurs. Même lui confier une armée de zombies, je vois pas l'intérêt. Surtout que les mecs ne font rien de réellement zombie. On dirait un équivalent sans budget de l'armée des morts de Barbossa, qui est un comble pour le film le plus cher de l'histoire. 78 millions et demi de plus que Jusqu'au bout du monde. Et pourtant c'est ce dernier qui a les meilleurs designs pour les méchants pirates. C'est quoi ce foutage de gueule? Angelica devient vite stéréotypée et saoulant. Elle et Jack ont une assez bonne alchimie, normal vu que Penelope Cruz a déjà travaillé avec Johnny Depp par le passé, mais le personnage en lui-même reste oubliable. Les scènes d'action sont peu impressionnantes malgré le chouette concept de Jack contre Jack ou la bonne préparation de la séquence des sirènes. Oh, j'oubliais, Serena, plus fade que Bella Swan et au nom débile. She has a name. Pray tell. She's Serena. Non, en fait je m'appelle Cathy. Tu t'appelles Serena maintenant. Du coup je peux t'appeler Umena? Non, je m'appelle Philippe. Pourquoi t'as le droit de choisir les noms et pas moi? Ta gueule, Serena. Putain, je vais trop te noyer à la fin du film, toi. Et Jack a zéro évolution. Il n'a même pas de réelle importance dans ce qui se passe. Tout ce qu'il fait, c'est indiquer la direction à prendre, entourlouper Barbe Noire à la fin et dire des trucs drôles. I support the missionary's position. Et surtout, le plus gros problème du film,
La fontaine de Jouvence était une blague! Quand Jack et Barbossa partent après la fontaine de Jouvence à la fin de Jusqu'au bout du monde, les scénaristes n'avaient rien de prévu là-dessus. C'était juste une vanne pour montrer que Jack continue ses aventures. Ça pouvait être le Saint Graal, l'anneau unique ou du MacGuffinium, on s'en fout. C'était juste un truc pour montrer que Jack suit sa route, en faisant une chasse au trésor typique. Ce n'était pas du tout une promesse de suite. D'ailleurs, les mecs avaient tellement rien prévu pour la suite qu'ils ont juste recopié l'histoire d'un bouquin parlant de pirates et de fontaines de Jouvence, sur des mers plus ignorées de Tim Powers, qui d'ailleurs est le titre VO de ce 4e film. Ce qui fait que cette suite est une suite sauce Muppet, une suite où on fout des personnages d'une licence dans une histoire préexistante. En fait, pourquoi ne pas avoir directement fait une adaptation du bouquin de Tim Powers au lieu de mêler Pirates des Caraïbes à ça? D'accord que Pirates des Caraïbes est en partie inspiré par ce bouquin, mais quand même ça aurait été vachement mieux et plus concentré si c'était directement une adaptation du bouquin de Tim Powers. Mais non! On prépare même un 5e film avec les réalisateurs de Bandidas et un synopsis qui recopie celle de Jusqu'au bout du monde, nous inflige le retour du personnage conclu que personne ne voulait revoir, et en plus le bouche-trou inutile de Maléfique qui jouait comme une merde dans God of Egypt. Bon, je suis un peu méchant, il était très bien dans The Mirror. Donc vous l'avez compris, en ce qui me concerne, Pirates des Caraïbes, ça s'arrête au bout du monde. C'est le dernier film avec le trio principal et Gore Verbinski à la réalisation. Et il a été écrit pour être un chapitre final, la suite qui mettrait fin aux suites. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Car malgré les presque incohérences, le surplus chaotique et les quelques gags pas au goût de tout le monde, ça reste une bonne trilogie qui mérite une meilleure considération. Surtout à une époque où la piraterie devient de plus en plus nécessaire. À une époque où le copyright, la censure et la dictature du politiquement correct empêchent le cinéma d'être vu, de s'exprimer et d'oser. Montrer une valeur bénéfique à la cause pirate n'est pas de refus. Car malgré le fait que, dans la réalité, les pirates étaient des meurtriers, sanguinaires, voleurs et violeurs qui vivaient dans des conditions de vie atroces, on peut sans problème partager leurs cris de guerre. The Brethren will still be looking here to us, to the Black Pearl to lead. And what will they see? Frightened bilge rats aboard a derelict ship? No. No, they will see free men! And freedom! And what the enemy will see is the flash of our cannons. They will hear the ring of our swords, and they will know what we can do! By the sweat of our brows, and the strength of our backs, and the courage of our hearts. Gentlemen, hoist the colors. Je m'appelle Aller Spoiler. Je suis un critique qui, dans un monde où on respecte de moins en moins le droit de critiquer, est un pirate, comme beaucoup d'autres critiques, internautes et défenseurs de ce qui est juste. Cela pourrait être mon dernier jour. Mais si c'est mon dernier jour, autant qu'il soit resplendissant. He said, son, when you grow up, will you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that they have made? Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the Black Parade. He said, son, when you grow up, will you be the savior of the broken, the beaten and the damned? Sometimes I get the feeling she's watching over me, and other times I feel like I should go. When through it all, the rise and fall, the bodies in the streets, and when you're gone, we want you all to know we'll carry on, we'll carry on. And though you're dead and gone, believe me, your memory will carry on.
from decimated dreams. Your misery and hate will kill us all. So paint it black and take it back and let's shout out loud and clear. Defiant to the end, we hear the call to carry on. We'll carry on. And though you're dead and gone, believe me, your memory will carry on. We'll carry on. And though you're broken and defeated, your weary widow marches. On and on we carry through the fears, disappointed faces of your peers. Take a look at me, 'cause I could not care on. Do or die, you'll never make me, because the world will never take my heart. Go and try, you'll never break me. We want it all, we wanna play this part. I won't explain or say I'm sorry. I'm unashamed, I'm gonna show my scar. Give a chair for all the broken listener, because it's who we are. Just a man, I'm not a hero, just a boy who had to sing this song. Just a man, I'm not a hero, I don't care. We'll carry on, we'll carry on. And though you're dead and gone, believe me, your memory will carry on. We'll carry on. And in my heart can contain it, your weary widow marches on. You can do nothing without the key! I already have the key. No, you don't. Oh, that key.